Car ça bouge du côté de Nice. Le procureur de la République vient de commencer sa conférence de presse sur ce bijoutier qui a abattu l'un des deux malfaiteurs qu'il avait dévalisé avant-hier. Des circonstances dans lesquelles un malfaiteur a perdu la vie il y a 2 jours, donc le 11 septembre à Nice, dans une bijouterie à la faveur d'un braquage qui y a été commis. Les faits, vous les connaissez pour une grande part, je les précise. Il est 8h45 mercredi matin. Un bijoutier de la rue d'Angleterre ouvre son commerce, lève à peu près à mi-hauteur son rideau métallique, entre dans son commerce, qui est d'ailleurs de petite superficie, désactive le système d'alarme qui protège son commerce. Et pendant ce temps, nous le savons avec précision grâce à la vidéosurveillance de ce commerce, 2 malfaiteurs vêtus de noir, casqués et pour l'un porteurs d'un fusil à pompe pénètrent dans ce commerce. Lorsque le commerçant est de retour et les voit, l'un le met en joue, lui demande d'ouvrir le coffre, tandis que l'autre lui porte coup de poing et coup de pied. S'ensuit une seconde séquence au cours de laquelle le commerçant s'exécute et donne un à un les bijoux et l'argent qui se trouvent dans le coffre. Cela prend à peu près environ 4 minutes. Une fois cette mission terminée, le sac rempli, les 2 malfaiteurs partent vers la sortie et vont rejoindre un scooter qu'on sait aujourd'hui de type T-Max qui les attend sur le trottoir qui fait face à ce commerce. Pendant ce temps, le commerçant se relève, va dans un réduit qui se trouve à portée de main, prend une arme qu'on appelait de 4e catégorie, aujourd'hui dite de catégorie B, qui est un pistolet semi-automatique de calibre 7,65. Il y engage un chargeur. Il avance vers le rideau métallique qui garde encore l'entrée partiellement de son commerce, se met en quelque sorte presque accroupi, et là tire 3 coups de feu. Les explications du bijoutier sont les suivantes, au moment où je vous parle en tout cas, devant les fonctionnaires de la police judiciaire, c'est d'avoir tiré 2 fois pour immobiliser le scooter, puis une 3e fois parce que le passager de ce scooter l'aurait menacé directement de son arme, il se serait senti mis en insécurité et aurait, je cite ses propos, tiré vers lui instinctivement. Vous le savez maintenant, 2 rues plus loin, perpendiculairement, le passager de ce scooter est mortellement touché, chute à terre. Son camarade essaie de le relever, n'y parvient pas, se saisit de son arme fusil à pompe et prend la fuite. Il est à ce jour non identifié. Nous avons eu un suspect en garde à vue pendant quelques heures à compter de mercredi soir qui a pu pour l'instant être mis hors de cause. Maintenant, monsieur le bijoutier dont je viens d'évoquer le parcours et ce qu'il a vécu est déféré devant 2 juges d'instruction au tribunal de grande instance de Nice et j'ai requis l'ouverture d'une information judiciaire du chef d'homicide volontaire, c'est-à-dire qu'en l'état des investigations, des constatations, des déclarations, j'ai la conviction que nous sommes en présence d'indices qui montrent que ce monsieur a agi volontairement pour donner la mort à ce malfaiteur. Il le conteste, il a introduit en quelque sorte un débat sur son état de légitime défense. Comprenez que s'il y avait pour moi état de légitime défense aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il n'y aurait pas de poursuite, puisqu'en droit français, on n'est pas pénalement responsable si on est en état de légitime défense. C'est quelque chose qu'il argumentera pendant le temps de l'instruction, et c'est l'office de cette période que de le vérifier. De le vérifier d'abord par une autopsie qui ne manquera pas d'intervenir dans les heures qui viennent, et qui permettront de localiser le trajet du projectile, car il faut préciser que ce jeune homme est mortellement blessé d'un seul projectile qui est entré dans le dos à hauteur de l'omoplate droite et qui est encore dans le corps au niveau du thorax. C'est le premier point. Il y aura aussi des expertises balistiques, une reconstitution des faits qui auront pour effet de vérifier la nature de l'arme, sa capacité vulnérante, son état de fonctionnement, la capacité qu'avait le mis en examen de la manipuler et d'apprécier les distances de tir, qui sont encore aujourd'hui à préciser, les angles de tir également, qui sont importants, et de dire si il y a, comme je le pense aujourd'hui, une volonté de donner la mort, ou c'est une autre qualification qui s'imposera à ce moment-là. Mais tout cela prendra du temps. Une information judiciaire est ouverte pour l'homicide volontaire. 2 juges d'instruction niçois viennent d'être désignés. Restait la question de savoir ce que l'on doit faire dans une situation pareille à l'égard d'un mis en examen comme ce bijoutier.
Ce bijoutier a 67 ans. Il n'a jamais été condamné, son casier judiciaire est vierge. Il est inséré dans la société. Il a commis ce fait, pour moi, aujourd'hui, volontairement, mais dans un contexte particulier de violence forte à son encontre avant qu'il ne commette cet irréparable, en quelque sorte. Je considère aujourd'hui deux choses. La vie doit être absolument préservée, y compris dans ces circonstances-là, y compris quand face à soi, on a un malfaiteur, pas encore, mais dont nous savons par ailleurs qu'il avait été 14 fois condamné par un tribunal pour enfants ou un tribunal correctionnel. Mais au moment où ce bijoutier intervient, sa vie n'est pas directement menacée. Il n'avait pas à se saisir de cette arme qu'au surplus, il détenait illégalement. Après, il y a ce qu'on fait de sa personne. Placer quelqu'un en détention provisoire, les magistrats ne peuvent le faire que si l'on remplit un certain nombre d'exigences fixées par la loi. Peut-on craindre raisonnablement ici qu'il se concerte avec un complice? S'il n'y en avait pas, la réponse est non. Peut-on craindre une réitération des faits qui lui sont reprochés? Son passé le montre, la réponse est non. En revanche, l'ordre public a-t-il été troublé par ces faits? La réponse est oui, quelques regards qu'on y porte. Peut-on craindre pour sa protection, pour sa sécurité? La réponse est oui également. On ne peut pas exclure des actes de représailles à son encontre. C'est pourquoi j'ai requis des juges d'instruction, il y a quelques instants, son placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Vous savez probablement qu'il y a plusieurs étapes pour une mise en examen. La liberté pure et simple, le contrôle judiciaire, qui astreint un certain nombre d'obligations, la détention provisoire, où le mis en examen est placé en maison d'arrêt, donc incarcéré. L'assignation à résidence sous surveillance électronique, c'est une modalité intermédiaire entre le contrôle judiciaire et la détention. Comme son nom l'indique, une ordonnance impose à quelqu'un de résider à un endroit qui lui aura été fixé, de n'en sortir qu'à certaines heures et que pour des raisons bien spécifiques. Cela suppose préalablement l'accord de l'intéressé. C'est ce que j'ai requis des juges d'instruction. Je précise que tant pour la qualification d'homicide volontaire que pour les modalités de l'assignation à résidence, un juge d'instruction n'est absolument pas tenu par mes réquisitions et peut les ignorer et trouver une autre solution qui lui apparaîtra plus appropriée. Voilà, je crois, aujourd'hui le tour que nous pouvons faire sur cette affaire, sur l'enquête dont nous avons été saisis et de la réponse judiciaire qu'aujourd'hui nous proposons au juge d'instruction. Sur ce, je vous remercie toutes et tous. Voilà pour cette conférence de presse du procureur de la République de Nice avec plusieurs informations à retenir. La première information, c'est qu'il a requis donc l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide volontaire, car il a, je cite, la conviction que ce bijoutier a agi volontairement pour donner la mort. Ce bijoutier qui a donc abattu l'un des deux malfaiteurs qu'il avait dévalisé avant-hier dans les rues de Nice, alors que ce malfaiteur était en train de prendre la fuite avec son complice. Autre information.